Jean-Pierre Jouffroy qui vous entoure. Vous êtes très nombreux, donc peut-être vous ne voyez pas assez, mais tout à l'heure, vous pourrez profiter de cette exposition. Cette maison de la culture dans laquelle se tiendront le 24 janvier prochain les premières rencontres Niemeyer sur la ville et l'urbanisme, rencontres que nous voulons dorénavant annuelles. Cette maison de la fraternité dans laquelle nous rendrons hommage dans quelques jours, le 23 janvier, à l'un des nôtres, Fernand Thuil, militant infatigable de la cause palestinienne et d'une paix juste entre Israéliens et Palestiniens, qui nous a quittés le 24 décembre et que nous pleurons toujours. Je voudrais à toutes et tous vous adresser mes vœux les plus chers pour 2014, en commençant par l'ensemble des journalistes présents ce soir. Que 2014, je leur souhaite, soit une année, et je nous le souhaite, soit une année prolixe pour une presse d'information politique et générale, pour le débat démocratique, pour sa diversité, son pluralisme, son audience et sa diffusion. La presse traverse des moments difficiles. Je sais que la vie de plusieurs grands titres est en péril en 2014. Or, sans l'information et le débat éclairé des citoyens, sans le pluralisme, pas de démocratie. C'est un combat, vous le savez, auquel je suis très attaché. C'est le devoir des pouvoirs publics d'assurer le pluralisme et d'empêcher le monopole des puissances d'argent sur l'information. Mes pensées vont également aux 4 journalistes détenus en otage en Syrie et à tous les otages français privés de liberté. Pluralisme et liberté donc. Mais j'ajouterai en ces moments troublés, éthique et qualité du débat politique. Soyons clairs, les révélations de Closer sont inadmissibles. Elles franchissent un pas grave dans la dégradation du débat public. La tentation du caniveau et la pipolisation de la vie politique transforment peu à peu le palais présidentiel en palais princier, et ce nouvel abaissement est à mes yeux inacceptable. Ceux qui emboîtent le pas à Closer en ont-ils bien conscience? La France regarde atterrée ce déballage affligeant à 1000 lieues des urgences du pays. Je réaffirme pour ma part que le débat politique a bien d'autres priorités et que la protection de la vie privée, la distinction entre la vie privée et l'exercice d'un mandat public doivent être préservées. Que ça plaise ou non à certains, la France, ce n'est pas la principauté de Monaco. J'entends déjà certains nous dire, pour se dédouaner, que la dérive, même s'ils la regrettent, est inévitable. Eh bien non. En cette manière comme en toute autre, nous avons tous le choix, journalistes comme responsables politiques. Moi, je dis stop. De Gaulle disait en son temps que la politique de la France ne devait pas se faire à la corbeille. Aujourd'hui, elle ne doit pas se faire dans la poubelle de certains journaux. Nous avons bien mieux à faire pour notre pays, pour la France, pour la démocratie. La politique n'a vraiment pas besoin de cette nouvelle dérive. Respectons les citoyens, le débat public et revenons à l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que vivent nos concitoyennes et nos concitoyens. Nous aimons la France. La France est un grand pays qui dispose de tous les atouts nécessaires pour sortir de la crise et construire un nouvel avenir de progrès humain. Je sais que par millions, les Français ont fêté la nouvelle année en nourrissant au fond d'eux-mêmes un espoir au cœur. Et je veux leur souhaiter le meilleur et le bonheur pour tous leurs projets. Ces espoirs, petits ou grands, vous me les confiez au cours de toutes nos rencontres à travers la France. Vous me parlez de votre vie, de votre quotidien, de votre famille, de votre travail, de ce dont, au final, on ne vous parle jamais. Vous me dites vos espérances, quelquefois faites de petites choses, quelquefois de rêves très audacieux. En somme, vous exprimez tout simplement le besoin de donner un sens à votre vie. Eh bien moi, à vous toutes et tous, je déclare sans ambages, c'est vous qui êtes dans le vrai. Vous avez raison d'espérer.
Vos espoirs sont une solution, sont la solution pour redresser le pays. Oui, comme je vous l'ai dit dans mes vœux, vos espoirs isolés sont une force rassemblée. Alors, pourquoi tout semble tellement difficile, tellement impossible, hors de portée, que tant d'entre vous, qui nourrissent ces espoirs, que tant d'entre vous, à l'opposé de ce qu'ils souhaitent pour leur vie, pour la vie de notre pays, pour le vivre ensemble, se disent finalement « et si ce n'était pas possible ?» Eh bien moi, je vous le dis, oui, c'est possible, et vos espoirs sont une force, ils sont la solution. Le problème, ce n'est pas vous, ce n'est pas que vos espoirs soient trop grands, ce n'est pas que la France manque de moyens. Le problème, c'est que la France, l'Europe, restent sous la domination de logiques financières étrangères à l'intérêt général. La vérité, c'est que les profiteurs de ce système sont arc-boutés pour empêcher qu'on les dessaisisse de leur pouvoir et de leurs privilèges. Et c'est à cela qu'il convient de s'attaquer en y consacrant toutes nos forces. Oui, nous devons lever ces entraves, libérer la France et l'Europe des privilèges des actionnaires et de la finance, et c'est plus que jamais l'urgence. La France de 2013 aura été celle des 1000 plans de licenciement, de la non-inversion de la courbe du chômage avec plus de 5 millions de chômeurs, de la loi sur l'ANI qui facilite aujourd'hui la tâche des licencieurs, d'un nouveau recul du droit à la retraite, des 20 milliards de cadeaux nouveaux pour le patronat avec le crédit impôt compétitivité et de l'augmentation injuste de la TVA. 2013 aura été pour le gouvernement l'année de tous les renoncements. Et tout ça, pour quel résultat? Que nous annonce François Hollande lors de ses vœux? Que cela va continuer de plus belle. Des commentateurs ont parlé de tournant social-libéral. Le porte-parole du Parti socialiste à l'Assemblée nationale, Thierry Mandon, vient de dire qu'il n'y avait pas de tournant, mais seulement un outing. Autrement dit, un aveu public. Tout est dit. Lors de ses vœux, François Hollande a oublié les Français. Je l'ai écouté comme vous. Il n'avait d'attention que pour le MEDEF. Tout a été dit pour lui donner des gages. Plus d'allègements, toujours plus d'allègements, et moins de dépenses publiques, moins de sécurité sociale, moins de moyens pour les collectivités locales, moins de droits sociaux, moins de droits pour le Parlement avec les ordonnances. Le MEDEF est le seul à d'ailleurs avoir vraiment applaudi. Toutes les organisations syndicales de salariés se sont inquiétées ou ont demandé des explications, et il y a en effet de quoi s'inquiéter et de quoi s'alarmer. Car je le dis tout net, il faudrait être fou pour signer au bas du pacte Gattaz, un vrai pacte de dupes. 100 milliards. Il demande 100 milliards pour, dit-il, créer 1 million d'emplois. Les chiffres ronflent bien, 100 milliards, 1 million d'emplois, mais les comptes ne tournent pas rond, parce que 100 milliards pour 1 million d'emplois, ça fait 100 000 € l'emploi. Ce n'est plus de l'aide, c'est du racket. L'État paye les salaires du privé avec nos impôts, et les profits, eux, rentrent dans les poches des patrons. C'est du grand art, ou plus exactement, c'est du vol. Parce que dans le grand loto patronal, tout le monde verse au pot, mais il n'y a que les actionnaires qui participent au tirage. Non, François Hollande ne réussira pas à nous vendre, même avec une très grande conférence de presse, ne réussira pas à nous vendre ça pour une politique de gauche. Cette politique est injuste, inefficace, génératrice de monstrueux gâchis financiers, parce que les gâchis financiers continuent. La capitalisation mondiale a atteint maintenant la somme record de 62 000 milliards de dollars, soit un doublement en 10 ans. François Hollande croit moderniser la social-démocratie française et lui faire rattraper son retard. Le problème, c'est qu'il fait du Blair et du Schröder avec 10 ans de retard, en oubliant que le krach de 2008 a signé l'impasse de cette troisième voie. Eh bien moi, aux militants socialistes, je dis ne faites pas avec retard les mêmes erreurs que les socialistes anglais qui ont fini dans la déroute et les Allemands qui viennent de finir dans la grande coalition. Et aux écologistes, je dis n'accompagnez pas ce mouvement qui ne fait de l'écologie qu'une variable d'ajustement et qu'un segment juteux du capitalisme vert.
Je le dis avec des mots simples, mais solennels. Le cap choisi par François Hollande amène à coup sûr la France dans le mur du chômage, de la précarité et de la désespérance. Et malheureusement, disant cela, je n'étonne personne. Je ne fais qu'exprimer le sentiment profond qui gagne le pays. Mais je ne m'y résous pas une seconde, pas une seule seconde. Parce que je le pense, et je le dis, accélérer dans cette voie, ce serait signer, avec le diable de la finance, un pacte d'irresponsabilité. La vraie responsabilité, c'est d'emprunter au plus vite un autre chemin. Le temps viendra irrévocablement du Rassemblement national pour sortir de cette ornière et redresser le pays. Car je le dis sans me réjouir, avec cette politique, l'échec est assuré. Et ceux qui continuent à faire miroiter des illusions sur ces résultats nous font perdre et font perdre à la France un temps précieux que le plus grand nombre de nos concitoyens payent pour le moment très cher. George Sand a écrit en son temps « Les déceptions ne tuent pas et les espérances font vivre. Des erreurs du gouvernement ne naîtra rien de bon. Du désespoir peuvent jaillir des monstres. Du désarroi revivre des fantômes bruns. Et bien de l'espoir, en revanche, peuvent fleurir des printemps. » Alors moi, je propose une autre voie, un autre pacte aux Françaises et aux Français. À toutes celles et ceux qui, en ayant déjà pris conscience du fiasco, ou à tous ceux dont les doutes s'amplifient chaque jour, je tends la main et je dis « travaillons à autre chose sans tarder. Travaillons-y dès maintenant. Travaillons à une politique de gauche qui saura enfin allier justice sociale, nouveau modèle productif, transition écologique et nouvelle ère démocratique. Je leur dis à tous, soyons solidaires. Au-delà de nos différences, de nos débats, nous qui voyons venir le pire sans jamais nous y résoudre, travaillons ensemble à ce pacte de solidarité. Ce pacte de solidarité, en quoi pourrait-il consister? En un cap politique d'abord, pour tracer les grandes lignes d'une politique alternative de gauche, et en une méthode ensuite, celle qui consiste à rassembler au-delà de nos différences, quand l'essentiel nous unit, sauver la France et sauver la gauche. C'est le moment de faire ce travail-là. L'heure n'est plus à attendre ce qui ne viendrait pas. Il ne suffit pas non plus de décrire, de commenter, voire de se repaître de la catastrophe annoncée. 2013 a été pour beaucoup l'année de la déception et de l'amertume. Tournons cette page et repassons à l'offensive. En 2014, soufflons ensemble et soufflons très fort pour que les vents tournent vers la gauche. Et je le dis aussi clairement aux travailleurs de ce pays, qui, désespérés, peuvent entendre des sirènes bien malsaines. N'attendez rien du côté de Marine Le Pen, qui n'endosse que le costume de la contestation populaire et sociale, que pour mieux diviser, opposer, semer la haine et finalement maintenir la loi du plus fort. Oui, assez de haine, assez de violence sociale, sexiste, raciste. C'est avec la France, et la France avec toutes ses couleurs. Et c'est l'Europe de tous les travailleurs qu'il faut remettre en marche, et remettre en marche le plus vite possible. Les chantiers, ils ne manquent pas. Face à ceux qui préconisent le saccage de la dépense publique, de nos services publics, et qui prônent l'irresponsabilité sociale des entreprises en les dégageant, par exemple, du financement de la protection sociale, nous proposons de construire une autre voie. Nous voulons construire dès maintenant cette autre voie. Braquons pour cela ensemble le projecteur sur les coûts exorbitants du capital. 300 milliards d'euros par an de frais financiers, d'intérêts bancaires et de dividendes versés aux actionnaires, prélevés chaque année sur les richesses créées dans les entreprises. 300 milliards, c'est 2 fois plus que la totalité des cotisations sociales patronales payées par ces entreprises. Braquons les projecteurs sur les 50 à 60 milliards d'évasion fiscale, sur les 30 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales sans aucun effet positif sur l'emploi. Et si Pierre Gattaz et Pierre Moscovici veulent des pistes de travail, nous en avons. Et d'ailleurs, au passage, à l'un comme à l'autre, je dis clairement, acceptez de débattre de cela à livre ouvert, à visage découvert, à la télévision, partout où vous le voulez. Nous sommes prêts à ce débat et cessons avec ce débat de univoque
où vous débattez entre vous en étant d'accord sur l'essentiel. Nous voulons aussi la vérité sur la fiscalité. Jean-Marc Ayrault avait annoncé une remise à plat. Mais aussitôt avait-il annoncé cette remise à plat que le grand débat public a été aussitôt enterré. Et c'est entre gens sérieux, l'Élysée, Bercy, le MEDEF, que les discussions déjà se mènent. Vous lisez ça comme moi dans la presse tous les jours. Eh bien, nous n'acceptons pas ce huis clos à haut risque pour le pays. Je réaffirme ici que nous tiendrons avant l'été, avec nos 2 groupes parlementaires, des états généraux de la justice fiscale ouverts à tous. Toutes celles et ceux qui souhaitent en être partie prenante avec nous pour construire dans la transparence les propositions d'une grande réforme fiscale de gauche sont les bienvenus. Et en février, et nous allons y travailler, nous voulons instaurer un comité préparatoire le plus largement ouvert à toutes les sensibilités syndicales, politiques, associatives, de gauche, à tous ceux qui voudront en être, un comité préparatoire qui en sera le lieu d'organisation. L'invitation est donc lancée à tous ceux que ça intéresse ce soir. Et d'ici là, nous poursuivrons la bataille engagée contre la hausse de la TVA avec tout le Front de gauche et bien d'autres associations, parce que l'attaque en règle contre le pouvoir d'achat qui s'amplifie chaque jour à coups de taxes n'est plus supportable. Notre pacte de solidarité que nous proposons, c'est aussi celui qui dit non à la haine, non à toutes les formes de racisme et de discrimination. La crise qui mine toute l'Europe est propice au réveil de tous les monstres, et ce danger est décuplé par la disqualification systématiquement orchestrée de tous les principes de solidarité. L'affaire Dieudonné nous enseigne sur tous les pièges tendus à notre peuple. Et je veux dire ici ma préoccupation et ma conviction profonde. Le combat politique, idéologique et juridique contre tous les racismes doit redoubler. Nous faisons nôtre l'appel lancé à l'occasion de la marche antiraciste du 30 novembre dernier. Face à ceux, je cite, à ceux et à celles qui veulent aviver les souffrances sociales, les peurs et les colères, nous nous dressons pour affirmer avec force la République n'a d'avenir qu'égal, solidaire et fraternel. Les provocations antisémites de Dieudonné sont l'odieux témoignage de cette menace grandissante. Mais avant cela, les attaques répétées à l'encontre de Christiane Taubira, la dédiabolisation du Front National, la banalisation dans le discours politique de thèses racistes contre l'islam ou les Roms ont constitué déjà de sérieuses alertes. Nous réfutons de la plus vive des manières la compétition des racismes. On ne combat pas un racisme avec un autre. La machine à diviser est malheureusement en marche et nous avons la responsabilité de l'enrayer. C'est pourquoi le Parti communiste français propose que la lutte contre tous les racismes et toutes les discriminations soit déclarée au plus vite grande cause nationale. Quant à l'affaire Dieudonné proprement dite, nous avons dénoncé avec la plus grande fermeté la dérive raciste et antisémite de ce multirécidiviste de la haine qui n'est depuis longtemps plus un comique, en appelant à sa condamnation par la justice, ce que les lois permettent, notamment les lois Guessot, mais pas seulement. L'interdiction des spectacles, nous l'avons dit aussi, est quant à elle une voie que nous avons considérée juridiquement dangereuse et politiquement contre-productive. Elle ne peut être, à nos yeux, puisqu'elle a été maintenant confirmée par le Conseil d'État, qu'absolument exceptionnelle. Nous avons également appelé les jeunes qui croient voir en Dieudonné un combattant anti-système à ouvrir les yeux. Attention à ceux qui manipulent la dénonciation de la colonisation et de l'esclavage pour nourrir une dangereuse spirale de la concurrence mémorielle. Aux jeunes, nous disons clairement, ne tombez pas dans ce piège. Contre tous les racismes, le PCF est décidé à mener ce combat à vos côtés. Le combat européen sera lui aussi cette année une priorité avec les élections européennes. Le congrès de la gauche européenne en décembre à Madrid a été une très bonne nouvelle. Les forces de la gauche européenne, celles qui refusent l'austérité et les diktats de la Troïka, sont aujourd'hui rassemblées comme jamais pour cette bataille. Et le travail mené depuis 3 ans dans le parti de la gauche européenne porte ses fruits. Ainsi, Syriza, Die Linke,
la gauche unie d'Espagne, l'Alliance rouge-verte danoise, le Front de gauche en France, les communistes de Bohème-Moravie, la gauche bulgare, le Parti de la gauche suédoise et tant d'autres, puisque plus de 30 partis participent à ces aventures, vont à la bataille ensemble en mai prochain, avec un porte-parole commun et symbolique, Alexis Tsipras, le leader de cette gauche grecque qui résiste avec courage depuis 4 ans et qui est aujourd'hui aux portes du pouvoir. L'enjeu de ces élections européennes, rassembler la gauche européenne, toutes les forces anti-austérité, pour dire stop au massacre démocratique et social qui sévit en Europe depuis 2009, pour dire stop à la tutelle des marchés financiers et pour dire oui à la refondation d'une Europe solidaire. Des progrès très sensibles de ces forces de la gauche européenne sont à notre portée dans un grand nombre de pays, dont la France. La GUE-NGL, le groupe dans lequel nous siégeons au Parlement européen, peut devenir un groupe largement renforcé, incontournable au Parlement européen. Les batailles récentes, celles victorieuses pour n'en citer quelques-unes, pour sauver le plan d'aide alimentaire aux plus démunis, bataille menée par les députés, par nos députés au Parlement européen. Celle des marins de la SNCM tout récemment pour arracher le pavillon de premier registre qu'on nous refusait au Parlement il y a encore quelques mois. Celle aussi qui s'engage, bataille très importante et à laquelle il va falloir donner une grande ampleur dans les mois à venir, la bataille qui s'engage pour la défense des droits des femmes, après la scandaleuse décision de la droite espagnole sur l'avortement. Toutes ces batailles montrent le chemin dans lequel nous voulons nous engager. J'ai travaillé samedi encore avec Alexis Tsipras et nous serons prochainement ensemble en Italie et en République tchèque et, je l'espère, le plus rapidement possible à Paris. J'étais également hier à Berlin pour les commémorations d'hommage à Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Je sens les forces de gauche prêtes au combat, rassemblées comme jamais, je l'ai dit. Le 10 avril, nous tiendrons à Bruxelles un sommet européen sur la dette. Et une semaine avant, le 4 avril, à l'appel de la Confédération européenne des syndicats, le monde syndical européen interpellera les candidats aux élections lors d'un grand rendez-vous de mobilisation sociale dont la présidente de la Confédération européenne des syndicats, Bernadette Segol, est venue nous parler au congrès du PGE à Madrid. Nous serons évidemment aussi de ce rendez-vous. Notre devoir, je le dis avec force ce soir, notre devoir est d'être en campagne et d'être en campagne le plus rapidement possible pour ce rendez-vous européen. Le Parti communiste français œuvre à cela activement dans le front de gauche et il se rendra vendredi à la rencontre avec le parti de gauche avec la volonté d'accélérer notre entrée en campagne qui devient maintenant absolument nécessaire et urgente. C'est avec, je veux le dire, c'est avec la même détermination et les mêmes objectifs que nous sommes engagés dans les échéances municipales. Vous le savez, nous les communistes accordons une très grande importance à ces échéances. À l'heure où le gouvernement prétend imposer la programmation de 50 milliards de recul des dépenses publiques et fait désormais des collectivités locales une de ses cibles prioritaires pour réduire ces dépenses publiques, nous savons pour notre part le prix qu'il en coûterait aux populations si on le suivait dans cette voie. Depuis toujours, c'est toute notre histoire, nous avons mis notre énergie transformatrice au service de conquêtes ouvrières dans les municipalités populaires. Nous avons inventé dans ces villes, dans ces communes, nous avons inventé socialement, culturellement, écologiquement, urbanistiquement, démocratiquement, dans des centaines et des milliers de communes. Et ce qu'on appelle parfois, formule très discutable, mais ce qu'on appelle le communisme municipal, marque non seulement les villes que nous gérons, mais je crois pouvoir le dire, marque l'ensemble du paysage communal national, qui est devenu un lieu d'un investissement public massif et souvent audacieux, bien au-delà des communes que nous gérons nous-mêmes. Eh bien, nous ne laisserons pas détruire ce tissu d'innovation communale. Et ceux qui veulent réserver aux communes le sort qu'ils réservent actuellement au budget de l'État, nous trouverons à tout moment sur leur route. Car ce qui se joue
Car ce qui se joue, ce sont des transports publics, des crèches, des renouvellements urbains, du logement social de qualité, de l'innovation écologique. Ce qui se joue, c'est de la démocratie locale et au-delà, l'apprentissage de la citoyenneté pour des centaines et des centaines de milliers de Français qui participent un jour de leur vie à la démocratie communale ou deviennent un jour de leur vie un conseiller municipal. Voilà le sens très clair de notre engagement dans ces échéances. Poursuivre d'ambitieuses et innovantes politiques publiques de gauche au service des populations. Nos maîtres mots sont clairs dans la campagne qui s'engage. Services publics de proximité, justice et solidarité, innovation et développement, ville pour tous et démocratie avec tous. Cette bataille, nous le savons, nous ne sommes pas des naïfs, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Nous en avons vécu d'autres, des batailles. Nous savons très bien que cette bataille va être rude dans les années à venir, face à la droite et à l'extrême droite, mais y compris dans les majorités de gauche qui vont se dessiner. Mais cette bataille, précisément parce qu'elle sera rude, nous entendons la mener avec le maximum de force. Déserter nos positions aujourd'hui serait une grave erreur. L'heure est au contraire à leur renforcement et c'est l'objectif que nous avons dans ces élections. C'est donc en toute transparence et en toute conscience des enjeux. C'est aussi en considérant nos responsabilités pour les populations, pour l'avenir du Front de gauche et notre ambition de refondation de la gauche que nous avons fait nos choix. Commune par commune, c'est vrai, mais avec une même ambition. Les communistes ont pris leurs décisions. La diversité des situations locales est un fait, elle est connue. Mais je veux le dire, non. Le Front de gauche n'est pas en lambeaux, comme je l'ai lu. Il est au travail, il est en débat, et aujourd'hui, dans toutes les communes, il est au combat, et je m'en félicite. Là où toutes les forces du Front de gauche n'ont pas dans cette échéance fait le même choix, le respect des uns et des autres doit prévaloir, à la base comme au sommet du Front de gauche, et pour ma part, je me suis toujours tenu à ce respect. Pour ces élections municipales, je souhaite à tous les militants du Front de gauche de convaincre, de mener campagne, pourvu que l'objectif commun soit de battre la droite et l'extrême droite, de se rassembler au second tour pour faire prévaloir à gauche des objectifs de politique publique progressiste. Le temps des choix a eu lieu, le temps de la bataille est venu, viendra le temps de tirer les leçons. Permettez-moi de conclure en adressant mes vœux à tous les militants de la gauche sociale, syndicale, politique, associative, représentés ici dans sa diversité. À tous, je dis ma conviction que j'ai essayé de vous faire partager. Une autre voie s'imposera tôt ou tard à gauche pour sortir de l'austérité, et c'est dès maintenant qu'elle se construit. Aux militants du Front de gauche, je dis, nous avons encore tant de belles choses à construire ensemble. Et ma conviction est que l'œuvre entreprise il y a 5 ans est plus nécessaire que jamais, et que les débats qui nous animent ne doivent jamais prendre le pas sur cette exigence. Nous allons mener 2 batailles électorales décisives. Ensemble, nous en tirerons les leçons une fois ces batailles menées, et nous construirons de nouvelles étapes pour le Front de gauche, son fonctionnement et son avenir. Personne ne peut se passer des autres pour avancer. Personne, ni le Parti communiste, ni qui que ce soit. Aux communistes, enfin, je veux dire que dans leurs engagements, dans ces heures passées à débattre, à coller des affiches, à taper aux portes, à manifester, à lutter sans faiblir pour que demain soit meilleur qu'hier, tout ce temps passé à se révolter face à l'injustice et à être des éternels insoumis, dans ces moments-là, mes camarades, vous donnez le plus beau visage du Parti communiste français. Je connais la dureté de la lutte, la violence des défaites et la fragilité des victoires. Je connais aussi la beauté de l'insoumission, la force de l'espoir. Nous sommes une force en plein renouveau. Le communisme nouvelle génération prend petit à petit toute son épaisseur. Et cette année encore, nous avons enregistré plus de 5000 adhésions au Parti communiste français.
de nombreux jeunes rejoignent nos rangs, heureux d'intégrer une organisation qui, sans jamais renier son idéal, a toujours eu à cœur de la renouveler et de se mêler à la vie de la cité. À presque 100 ans, puisque la date approche, le Parti communiste français est à très belle allure. Nous fêterons d'ailleurs cette année 2 dates importantes qui sont liées à notre histoire. Nous fêterons le centenaire de la disparition de Jean Jaurès, assassiné le 31 juillet 1914 et fondateur du journal L'Humanité, et le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Ces années terribles annoncèrent la naissance du Parti communiste français. Aujourd'hui, plus qu'hier, gardons toujours à l'esprit le combat pacifiste dont Jean Jaurès reste la grande figure. Voilà pour les vœux de Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste, qui a fustigé les révélations du magazine Closer parlant d'un nouvel abaissement inacceptable. Le débat politique a bien d'autres priorités, a estimé le sénateur de Paris. La France, ce n'est pas la principauté de Monaco. Pierre Laurent qui a estimé que François Hollande n'avait d'attention que pour le MEDEF et qui propose un autre pacte, un pacte pour une vraie politique de gauche plus juste, un pacte de solidarité. Voilà, c'est la fin de cette édition. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk pour le reste de l'actualité politique et parlementaire. Et demain, à partir de 16h, édition spéciale sur les chaînes parlementaires à l'occasion de la conférence de presse de François Hollande. Très bonne soirée à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat pour les traditionnelles questions d'actualité, les premières de cette année 2014. Pour commenter toute cette actualité, dans quelques minutes vous aurez ces questions d'actualité en direct. Nous allons faire un large tour de l'actualité avec Pierre Laurent. Bonjour. Bonjour. Sénateur communiste de Paris, secrétaire national